Il est 6 heures. Le journal des sports, le second à 6h15. En 4 minutes, un invité du jour, Monsieur le ministre Pascal Kwaku Abina, ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public. Puis le récit d'un hold-up sur le pont Félix Houphouët-Boigny avec les faits divers. Les femmes seront à l'honneur dans La Parole est à vous. Et enfin, Djenebo Karamoko nous parlera de la lombalgie. Voici pour le menu. Ouvrons ensemble la première session d'information sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est le journal avec vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Nous parlerons de la colère des populations qui ont protesté à Mbayakro après le meurtre d'une élève du lycée moderne de Mbayakro, retrouvée morte, égorgée dans l'enceinte de la prison civile. La ministre de la Solidarité, de l'Environnement et du Développement durable était dans le Fronan, c'est dans la région du Hambol. Elle y est donc retournée sur les lieux pour sensibiliser la population sur le respect des biens publics et des symboles de l'État. Et toujours dans ce journal, nous parlerons des deuxièmes assises de la coopération décentralisée entre Madagascar et la France qui se tiennent ce soir en Antananarivo, 12 ans que cela ne s'était plus produit. Vous suivez le journal sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Bonjour et bienvenue. Colère et marche de protestation après le meurtre d'une élève du lycée moderne de Mbayakro, retrouvée morte égorgée dans l'enceinte de la prison civile de la ville. Plusieurs dégâts matériels et de nombreux blessés enregistrés au terme de la marche. Sur place, retrouvons les précisions de Honorine Niari. La situation est explosive ici dans la petite ville de Mbayakro. La ville s'est transformée en un véritable champ de bataille au lendemain du meurtre de Glaou Herman Chanceline, âgé de 14 ans, élève en classe de 5e 3 au lycée moderne de Mbayakro. Lundi, c'est le corps sans vie de l'élève égorgé et vidé de son sang qui a été retrouvé à quelques encablures de la prison civile de Mbayakro où exerce son père Glaou Franck Delphin. Un crime qui a alors suscité l'indignation de la population. Il pourchasse depuis ce matin les autorités de la ville, venues pourtant s'informer de la situation et apporter leur soutien à la famille éplorée. Et plusieurs dégâts matériels ont été commis dans la ville, notamment l'incendie de la brigade de gendarmerie de la ville. Et selon les informations recueillies, ça et là, l'assassin serait un prisonnier et la petite Glaou Edmond Chanceline aurait été violée et égorgée par ces prisonniers dans l'enceinte même de la prison civile. Pour l'heure, les violences se poursuivent ici à Mbayakro. Honorine Niari, Mbayakro pour Radio Côte d'Ivoire. Et tout est en train d'être mis en place pour que les partis qui composent le rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix aillent au sénatorial du 24 mars prochain en RHDP. Annonce faite par le porte-parole du RHDP. Une réunion a été organisée hier mardi au siège du RDR à la rue Le Pic pour plancher sur la question, alors que la date butoir pour le dépôt des candidatures est fixée au 9 mars prochain. On écoute Touré Mamadou, porte-parole du RHDP. Le RHDP est déjà, le 3 août 2015, notre alliance politique s'est transformée en groupement politique, reconnu par le ministère donc de l'Intérieur. Le RHDP a été aux élections présidentielles. Le RHDP a été aux élections législatives. Et pour les élections sénatoriales, nous privilégions le RHDP. La prochaine étape pour nous, c'est d'aller au parti unifié. Et tout concourt aujourd'hui à faire en sorte que nous ayons le parti unifié. Et le parti unifié, c'est pour la paix et la stabilité dans notre pays. Le comité de haut niveau qui a été mis en place doit définir les conditions et les modalités pour y aller le plus rapidement possible. Et ce comité est en train de travailler sereinement. Nous attendons donc les résultats des travaux de ce comité qui sera soumis à la validation finale des deux leaders des principaux du RHDP, c'est-à-dire les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Le 21 novembre 2017, les populations de Fronan, région du Hambol, ont blessé des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, saccagé au passage les bureaux de l'OIPR et de la SODEFOR, ainsi que ceux des eaux et forêts à Katiola. Eh bien, la ministre de la Solidarité, de l'Environnement et du Développement durable est retournée sur les lieux pour sensibiliser la population sur le respect des biens publics et les symboles de l'État. Témoin pour Radio Côte d'Ivoire, Patrick Nguessan-Bois.
Il y a quelques mois, des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, OIPR, ont été victimes d'une colère de la part des jeunes de Fronan, localité située dans le département de Katiola. Des agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, s'attellent chaque jour à préserver cette réserve de faune et de flore du Haut-Bandama d'une superficie de plus de 120 000 hectares qui est aujourd'hui un joyau écologique pour la région du Yambol. L'émissaire du gouvernement, Anne Désiré Ouloto, qui a déploré le comportement de ces personnes qui agressent cette réserve en y créant des plantations, leur a recommandé le respect des institutions de la République et des symboles de l'État. Nous sommes venus condamner cette façon d'agir en leur disant que nous avons le droit de faire des revendications, mais que nous ne devons pas revendiquer par la violence. Nous ne devons pas exiger des choses qui ne sont pas négociables. Une réserve de faune et de flore a une fonction qu'il nous faut préserver dans l'intérêt des populations actuelles, mais également dans l'intérêt des générations futures. Nous devons tout mettre en œuvre pour obtenir un équilibre environnemental qui permette aux populations de vivre aisément. Tous ont bien perçu ce message. Koulibaly Fatoroma a dit au chef de canton. Vraiment, je déplore ce qui s'est passé. Le Fronan n'est pas fait pour ça. L'État Bala, c'est l'homme de la paix. Ouattara Nyelfanga, président des jeunes. C'est comme si c'est l'ignorance, ce qui s'est passé là. Donc on est obligé de suivre ce que le gouvernement dit. On demande beaucoup pardon à l'État. Patrick Nguessin-Mboa, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet avec le directeur général du Fonds de prévoyance de la police qui rassure les prestataires. Tous les engagements du fonds seront respectés. À ce jour, la structure de prévoyance sociale des policiers reste à devoir plus de 3 milliards de francs CFA à ses prestataires. Une dette qui date de 2001, mais qui, selon la nouvelle équipe, sera payée. L'actuel directeur général a rassuré l'ensemble des prestataires lors d'une rencontre tenue au siège du FPPN. Le commissaire Jacques Adjané, directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale, qu'on écoute. Nous restons devoir à ces structures-là beaucoup d'argent. Ça fait que ces structures aussi ont des difficultés. Il était important qu'on les rencontre pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons régler leurs factures pour qu'eux puissent continuer de prendre en charge les policiers. Et depuis 2001, le cumul de ces factures tourne autour de 3 milliards 900 millions. C'est que les blessés en service commandé, les accidentés en service, les malades en service sont une charge régalienne de l'État de Côte d'Ivoire. Mais le fonds de prévoyance de la police nationale s'est substitué à l'État depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui. Et les comptes ont été déséquilibrés jusqu'à aujourd'hui. L'État n'a pu accorder cette subvention d'équilibre pour que nous puissions fonctionner normalement. Les 3 milliards 900 que nous réclamons, c'est l'État qui devrait le faire. Et on parle santé à présent. 1081 cas suspects et 90 décès ont été enregistrés dans 18 États dans la période du 1er janvier au 25 février 2018. Nous parlons là de la fièvre Lassa, maladie virale et contagieuse qui se contacte par l'insalubrité, la déforestation et la modification de l'écosystème. On en sait un peu plus avec Daouda Koulibaly, sous-directeur de l'Institut national de l'hygiène publique. La fièvre Lassa est une fièvre virale hémorragique qui se contracte de deux façons. Soit vous rentrez en contact avec un animal infecté, un rongeur qu'on appelle le rat, un rat à mamelles multiples. Si vous rentrez en contact avec les sécrétions de ce rat, vous pouvez contracter la maladie. Soit vous rentrez en contact avec un malade déjà affecté par la fièvre de Lassa, à travers ses sécrétions également, son sang, ses urines, ses selles, vous pouvez contracter la maladie. Si vous rentrez donc en contact avec ces sécrétions-là, vous avez 2, 3, 4, jusqu'au maximum 21 jours pour présenter des signes. De la fièvre, des maux de tête, des douleurs abdominales, une fatigue, des douleurs musculaires. C'est des signes qui ressemblent à ceux du paludisme, à ceux de la grippe. Donc, devant ces signes-là, il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche. Là-bas, le médecin va vous faire un prélèvement de sang. L'organisation des établissements d'enseignement confessionnel veut améliorer les conditions de formation des élèves dans le milieu islamique. Un séminaire se tient depuis le 3 mars au centre de formation de l'ANADER à Bingerville sous le thème central « Les valeurs universelles pour une éducation morale et civique garantie en Côte d'Ivoire ». Hassan Ben Yaya, directeur général de la Fondation.
Je suis en Côte d'Ivoire pour répondre à l'invitation de mes frères pour les valeurs universelles. Cette activité est centrée sur les écoles et puis les centres de formation pour la promotion des valeurs universelles. C'est là parce que nous savons que l'éducation est un facteur essentiel et nous faisons cela parce que les établissements sont chargés de la formation des enfants de ce pays. Et ceux-là, quand ils sortent, ils ont une formation. Il faut qu'il y ait aussi des valeurs humaines et sociales afin de mieux servir la société. Et on peut le dire dans ce journal, environ 95% des femmes savent que les contraceptifs existent et sur différentes formes, mais il se pose un problème de disponibilité de méthodes contraceptives. C'est le résultat de l'étude menée par l'ONG internationale PSI, Population Service International. La restitution de cette étude a eu lieu mardi. Le but recherché par cette institution est d'augmenter la demande en produits et services en planification familiale, accroître le soutien actif parmi les bénéficiaires et ainsi améliorer les normes sociales. Kwame Antoine est le responsable de ce projet. Le manque de disponibilité de l'ensemble des méthodes contraceptives constitue un frein à l'accès aux méthodes contraceptives. L'étude a révélé cela. Donc on constate finalement que pour une femme qui ne veut pas prendre les pilules journalières, eh bien elle n'a pas la possibilité par exemple de faire l'injection, elle n'a pas la possibilité d'utiliser l'implant. Donc ça constitue un obstacle. Donc au-delà de tout ce qui est comportement, il y a aussi que de l'autre part, il faut mettre en place toutes les méthodes contraceptives afin que les femmes puissent avoir accès à ces méthodes-là. Et allons-y à l'international, 12 ans que cela ne s'était plus produit jusqu'à ce mercredi soir à Antananarivo, à Madagascar, se tiennent les deuxièmes assises de la coopération décentralisée entre Madagascar et la France. L'occasion pour plus de 300 élus et représentants locaux malgaches de toute l'île de rencontrer les quelques 230 membres de la délégation française. Objectif pour les deux pays, pérenniser les liens existants, réinventer une coopération internationale de plus en plus difficile à justifier auprès des citoyens français et si possible à créer de nouveaux partenariats entre collectivités territoriales. Et puis Gary Cohn, le conseiller économique de la Maison-Blanche, a présenté sa démission. C'est ce qu'a annoncé la présidence américaine hier. Cet ancien banquier s'opposait à la décision du président Donald Trump d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.